Donc on va passer maintenant la parole à notre ami chirurgien orthopédiste, Paul Bizot-Zéro, qui va donc nous parler d'une actualité concernant une révolution pour l'orthopédie. C'est la question. Alors effectivement, quand on parle d'innovation en chirurgie orthopédique, on peut parler à la robotique, à la chirurgie assistée, à l'intelligence artificielle. Bon, en fait, nous on a choisi de parler de biologie. Alors, j'ai pas de diplôme caché en biologie, je reste quand même néanmoins un chirurgien, mais ça nous semblait intéressant de faire un point sur les plasmas riches en plaquettes, parce que c'est une thérapeutique qui est de plus en plus pratiquée. Alors, qu'est-ce que c'est? Le plasma riche en plaquettes, c'est un concentré de plaquettes autologues avec des facteurs de croissance qu'on obtient à partir d'un prélèvement sanguin du patient et dont on va, après centrifugation, pouvoir obtenir dans l'échantillon un plasma enrichi. Alors historiquement, ça a été décrit après l'étude de l'hématome. Quand on a un hématome, on est dans un tissu lésé quel qu'il soit, on a une activation plaquettaire, se fait ensuite une agrégation plaquettaire qui va aboutir à la cicatrisation du tissu par un phénomène d'inflammation, de prolifération tissulaire et de remodelage. Alors quand on utilise du PRP in vitro chez l'animal, ce qui était initialement décrit, on a retrouvé une augmentation de la néovascularisation, des tissus néoformés qui étaient plus matures, plus denses. Et donc ça a été appliqué à l'homme. Et là on prend en chirurgie, c'est la chirurgie maxillofaciale qui a débuté un peu l'utilisation des PRP et surtout en implantologie. Et dans les années 2000, en venant des États-Unis, beaucoup d'utilisation de PRP dans les lésions traumatiques de l'appareil locomoteur des sportifs. Alors le principe, donc, c'est une injection d'une concentration qui est supraphysiologique de facteurs de croissance sur un tissu lésé pour obtenir sa régénération. En fait, ce concentré plaquettaire qu'on va positionner dans la lésion va permettre, par dégranulation des plaquettes, libérer de nombreux facteurs de croissance que l'on voit, sachant que généralement, celui qui sera le plus augmenté sera le VEGF. Alors l'objectif, c'est d'obtenir une régénération des tissus, leur maturation et, in fine, la cicatrisation, et d'obtenir avec une diminution de l'inflammation, une diminution des douleurs et donc de la gêne fonctionnelle du patient. Alors cette procédure, elle se fait de manière assez simple. Il y a un prélèvement sanguin. La seringue qu'on obtient, on la centrifuge dans un appareil standard. On récupère le PRP qu'après on injecte. Ça peut se faire au cours d'une consultation. C'est rapide, en général une quinzaine de minutes et au maximum 30 minutes. Après on peut l'injecter, on verra comment. Donc ce prélèvement, il se fait chez nous dans cet appareil de centrifugation. Alors, il y a plusieurs protocoles. Nous, on utilise un cycle à 1500 tours minute pendant 5 minutes. Et après retrait, donc on obtient après centrifugation, on obtient un prélèvement en phase avec en bas les globules rouges, au-dessus un plasma enrichi en plaquettes, à l'interface des leucocytes. Et nous, on ne prélève que le plasma, juste par une seringue standardisée, juste le plasma enrichi en plaquettes. Alors, quelques conseils pour, je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent, parce que c'est beaucoup fait par les médecins du sport. On réalise un protocole de 3 injections. Il semblerait, mais on verra toujours, que en fait, les 2e et 3e injections permettent de potentialiser la première. Ça dépend des indications. Il ne faut pas ajouter d'analgésique parce que ça détériore la qualité du PRP. Le risque d'infection dans ces infiltrations d'acide de PRP, le risque d'infection est diminué par rapport à une infiltration de corticoïdes. Mais on a une qualité du prélèvement qui reste variable. Et il ne faut pas hésiter, si jamais on retrouve après centrifugation, un prélèvement qui n'est pas bien phasé, il faut savoir le refaire pour optimiser les chances de résultat. On utilise facilement des injections éco-guidées avec les radiologues en fonction des localisations. Les contre-indications qui sont admises, c'est les thrombopénies sévères, ce qui paraît logique, comme les anomalies qualitatives des plaquettes, les sepsis et l'instabilité hémodynamique. Ça, c'est des contre-indications formelles. Dans une dernière méta-analyse en 2022, concernant l'aspirine et les AINS, on retrouvait, il démontrait une diminution de l'effet de l'injection. Alors, ça ne diminue pas le comptage plaquettaire, mais c'est surtout sur des études in vitro, donc c'est à prendre en compte. Ce n'est pas une contre-indication formelle si le patient a des anti-inflammatoires, mais c'est une information à savoir ou à lui donner en disant l'injection peut être moins performante. Alors, les indications, il y a 2 grandes indications, c'est soit la pathologie dégénérative, soit les lésions traumatiques. Donc la pathologie dégénérative, ça va être l'arthrose, donc cartilagineuse.
Ça peut être la pathologie méniscale avec des ménisques dégénératifs comme on voit souvent sur l'IRM, des lésions tendineuses qu'on retrouve dans les lésions traumatiques. Ça, c'est plutôt le sportif, ou avec des lésions musculaires ou osseuses. On peut en fait un peu injecter en théorie un peu partout. Dans les épaules, dans le coude sur les épicondylites, dans le poignet pour l'arthrose du poignet, il y a des protocoles en cours, dans le genou pour les lésions chondrales, pour l'arthrose du genou, pour les lésions méniscales, dans la hanche, dans la cheville ou le pied, par exemple pour des aponévrosites plantaires, pour des lésions tendineuses fibulaires. Donc il y a un peu tout qui est fait. En chirurgie, on peut associer l'injection de PRP à un geste chirurgical. Par exemple, quand on a des lésions méniscales que je qualifie au pronostic incertain, c'est-à-dire une lésion du ménisque interne, on sait qu'il cicatrise moins bien que le ménisque externe, c'est prouvé. Des lésions complexes, qui sont des lésions radiaires, horizontales, ou des lésions traumatiques sur un ménisque déjà dégénératif, comme ça peut arriver, ou chez le patient de plus de 40 ans qui est sportif, qui par son âge a une capacité de cicatrisation méniscale, on le sait, moins bonne. Et bien on réalise une procédure standard de suture méniscale sur arthroscopie, comme on voit ici. Et après, on va positionner des aiguilles sous la vue de l'arthroscope dans la lésion. On finit la procédure arthroscopique, on vidange l'articulation. Et à ce moment-là, on va injecter notre PRP en intralésionnel pur. On sait où est-ce que c'est, en espérant favoriser, en plus de la suture, favoriser la cicatrisation de ce ménisque qu'on estimerait un peu capricieux. C'est décrit aussi pour la rupture de la coiffe des rotateurs, où on fait une suture tendineuse et on ajoute du PRP. Nous, dans notre pratique, moi je ne le pratique pas, et l'injection de PRP à l'arthroscopie d'épaule, et je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi une aide qui est assez importante pour nous, c'est sur les lésions chondrales focales. C'est souvent des lésions cartilagineuses qu'on retrouve chez les jeunes sportifs qui ont eu un gros traumatisme du genou, et on se retrouve avec un trou dans le cartilage qui est trop petit pour, qui est trop petit pour accéder à des thérapeutiques comme les mosaïques-plasties, où on fait des autogreffes de cartilage entier. Mais le patient est jeune et il faut qu'on trouve une solution. Donc sous arthroscopie, avec notre shaver, notre appareil, on vient prendre du cartilage que l'on fragmente avec notre mécanisme dans les berges de la trochlée ou dans l'échancrure. C'est capté par un petit filtre. Et donc ce tissu cartilagineux fragmenté de bonne qualité, on le mélange à du PRP du patient. C'est ce on va le positionner, ce mélange, sur la lésion chondrale. Ça, on le fait une fois qu'on a vidangé toute l'eau du genou. Et on vient. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis cette espèce de pâte à cet endroit, elle ne tient pas. Et donc on vient, dans les nouvelles procédures, on vient le coller avec ce qu'on appelle du PRF, c'est un plasma enrichi en fibrine et de la thrombine, et ça vient faire une colle qui vient stabiliser tout ça. Et au lieu de faire comme on faisait avant des micro-fractures, on crée un hématome dont on ne savait pas ce qu'il devenait, par là on amène des cellules entre guillemets souches, on amène des facteurs de croissance pour essayer de reconstruire un cartilage qui ne sera pas parfait, mais qui sera mieux que ce qu'on avait actuellement. Aussi, on peut l'ajouter aux lésions osseuses en même temps des osteosynthèses. Alors, des fois, on ne s'imagine pas, mais il y a certaines revues qui ont un impact facteur très élevé. Donc, comme on voit dans ces procédures, alors ça, c'est un peu hors catégorie, c'est pas très standardisé, mais voilà, c'est bien décrit dans la littérature populaire. Alors maintenant, nous, on aime bien, on dirait pas, mais on aime bien savoir ce qu'on fait et savoir pourquoi on le fait. Donc, il faut toujours, à un moment donné, retourner un peu de littérature. Le problème, c'est que quand on regarde en PubMed, quand on tape PRP, depuis 2013, il y a 1000 études par an. Donc il y a un essor, un engouement incroyable. On ajoute à cet engouement, sur un même prélèvement, on va trouver beaucoup de plaquettes dans le plasma à certains endroits. Si on fait, on fait 2 prélèvements à une même personne, ils ne seront pas les 2 de la même qualité. On ajoute encore à ça de nombreuses procédures différentes. Alors certains qui activent ou qui n'activent pas les plaquettes, 1 injection, 3 injections, un protocole avec 1 ou 2 centrifugations. Voilà, bon. Donc du coup, ça fait une littérature difficilement lisible et très hétérogène. Mais je vous ai sorti un peu quelques pistes. Donc dans la gonarthrose, ce qui est quand même le plus fréquent, déjà en 2017, on montrait qu'on avait une amélioration clinique dans les injections de PRP en intra-articulaire. Mais ça, que pour les arthroses débutantes. Ça ne marche pas dans les arthroses évoluées. En 2021... dans cette méta-analyse, on dit que ça diminue la douleur quand on compare à une injection de sérum phi ou de corticoïdes, qui est en fait, mais il n'y a pas de différence avec les injections, la viscosupplémentation. La dernière méta-analyse 2022 qui fait grand bruit, à 1 an, pas de différence avec le sérum physiologique.
Alors là, maintenant, toute la communauté pro-PRP est vent debout en disant oui, mais on ne sait pas ce qu'ils ont injecté, oui, mais ce n'est pas le même protocole. Donc voilà, c'est toujours un peu, voilà, comme souvent, c'est chacun a son petit mot. Dans les lésions méniscales, donc si on fait une infiltration de PRP éco-guidée dans une lésion dégénérative, on améliore sa cicatrisation. Et a priori, on a moins d'arthroscopie qui en découle après. Ça, c'est juste une infiltration sous échographie. Si on associe, comme on peut faire nous, une suture méniscale avec une injection de PRP, on a moins d'échecs dans le groupe PRP. Mais par contre, dans une autre étude en 2020, il nous disait que si on faisait une suture méniscale avec ou sans PRP, eh ben à long terme, on n'avait pas de bénéfice clinique. Sachant qu'on opère les gens pour avoir des bénéfices cliniques. Donc voilà, encore un peu controversé. L'épaule. L'étude qui a fait qui a un peu tout stoppé, c'est cette étude de 2019 qui s'intéressait aux ruptures interstitielles du tendon, c'est-à-dire c'est des ruptures dont on a du mal à gérer de manière chirurgicale parce qu'on dit que si on y va, c'est trop invasif, si on n'y va pas, les patients sont symptomatiques. Pas de différence entre une injection de PRP ou de sérum physiologique. Pareil, en 2018, on ne retrouve pas d'indication claire dans leur méta-analyse. 2022, bon, si on met du PRP plus la rupture, plus la réparation chirurgicale, bah, ça diminue le taux de rupture, mais en fait, on n'a pas de bénéfice clinique. Au final, dans notre pratique, nous, ce qu'on propose à nos patients, donc gonarthrose débutante, on le fait, ça marche. Lésion méniscale complexe avec l'aide de nos radiologues sous échographie, ça permet d'aller, donc quand il y a des périménicites, des choses comme ça, d'éviter d'aller vers une suture méniscale ou une chirurgie, on sera obligé de réaliser une ménisectomie. Les lésions chondrales, comme on a vu, c'est le sujet jeune, on l'utilise. Dans les coxarthroses, on le fait, mais ça doit se faire sous scopie ou bloc opératoire pour être sûr d'injecter au bon endroit. Les épicondylites du coude, en dernier recours pour nous en traitement médical, on le propose, mais vraiment pas souvent, mais on sait qu'on a cet outil-là. Les épaules, on a arrêté, on ne fait pas, enfin on n'a jamais fait du coup. Après, la tendinopathie du sportif, c'est probablement une bonne indication, mais c'est plutôt l'apanage des médecins du sport, donc nous on le pratique peu dans le service. Surtout ce qu'il faut avoir, nous ce qu'on donne aux patients, c'est un discours éclairé et modéré en disant c'est une arme, ça peut marcher, mais non, c'est pas la révolution, ça va pas, c'est pas du jour au lendemain que vous êtes sauvé. Voilà. Paul, on voit que l'orthopédie évolue. Maintenant, les orthopédistes font de la biologie. C'est une révolution quand même. Et de la science. Scientifique. C'est fou, quoi. Ça évolue beaucoup. Bien sûr, c'est parce que c'est mon orthopédiste préféré que je me permets de lui dire ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette évolution PRP ? Vous faites ça à la consultation, sauf pour les hanches, c'est ça ? Alors initialement, on faisait ça au tout début au bloc opératoire pour avoir une infirmière, etc. Et maintenant, on a récupéré notre centrifugeuse, on la met dans un poste de consultation. Et les patients, on le fait en consultation, l'infirmière prélève. Et après, il y a le temps de centrifugation. Et après, pour les genoux. Moi, pour les ménisques, on les envoie au radiologue pour qu'ils puissent faire une infiltration. Le but, c'est pas de faire une infiltration intra-articulaire dans les ménisques, c'est vraiment dans le mur méniscal. On choisit en fonction de l'IRM si on veut être dans le mur méniscal, dans la corne postérieure du ménisque. Et c'est là où il y a un vrai atout. Est-ce qu'on peut envisager que dans le futur, il y ait des banques de plaquettes de plasma et que ce ne soit pas le patient lui-même chez qui on prélève? Il n'y a aucun intérêt à ça pour nous sur le PRP, parce que là, ça fait un prélèvement sécurisé, une autogreffe. Il n'y a aucun rejet, il n'y a rien. Ça prend un prélèvement, un tube de 20 ou 30 cc. C'est en termes de sécurité, même de coût, il n'y a pas d'équivalent, quoi. Et la prise de Plavix, c'est une contre-indication ? Alors non, c'est toujours pareil, c'est pas des contre-indications formelles, c'est juste que comme ça modifie l'agrégation plaquettaire, en théorie ça modifie la dégranulation. Donc in vitro, c'est moins bon. Sur les études, en fait, chacun regarde ce qu'il veut. Le but, c'est de regarder le score clinique. Donc si on dit est-ce qu'on a moins de facteurs de croissance relargués, est-ce que c'est moins bien, ou est-ce qu'on regarde s'ils ont moins mal. Donc en gros, c'est déjà le fouillis, donc on n'arrive pas à faire de différence importante, quoi.